Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette conférence de rentrée de semestre académique de la Haute École de Gestion de Genève. Je suis Colette Kaploun-Amache, responsable du service communication, et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui durant cette conférence. Nous allons débuter avec les mots de bienvenue du professeur Andrea Baranzini, directeur de la Haute École de Gestion, et ensuite nous passerons la parole à Monsieur le Président Hollande, qui nous parlera de la prise de décision. Andrea. Merci Colette. Chers et chers partenaires, chères étudiantes et chers étudiants, chères collaboratrices et chers collaborateurs, au nom du Conseil de direction de la Haute École de Gestion de Genève, j'ai le grand honneur et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur François Hollande. Tout le monde connaît bien sûr François Hollande, président de la République française de 2012 à 2017. Durant son mandat, il a mené des réformes économiques et sociales importantes, telles que le mariage pour toutes et tous et la loi sur la transparence dans la vie publique, ainsi que le non-cumul des mandats politiques. Durant son quinquennat, il a également dû faire face aux attentats qui ont endeuillé son pays en 2015 et 2016. Il a aussi engagé les forces armées françaises au Mali pour lutter contre les groupes terroristes installés au Sahel. Sous sa présidence, il a été conclu en décembre 2015 à Paris l'accord mondial sur le climat pour une réduction des gaz à effet de serre. Vous connaissez peut-être moins le parcours de M. Hollande, qui a commencé ses études en droit et il les a poursuivies à HEC Paris en obtenant son diplôme en 1975. Il est ensuite admis à l'ENA, l'École nationale d'administration, où il obtient son diplôme en 1980. Il devient ensuite auditeur à la Cour des comptes et est également chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris, où il enseigne, attention, des cours en économie. Il est élu la première fois député pour le Parti socialiste en 1988 et démarre alors sa carrière politique. Aujourd'hui, il préside la fondation La France s'engage, dont la mission est de soutenir toutes les initiatives qui contribuent à renforcer la solidarité et à créer du lien entre les citoyennes et les citoyens. M. Hollande vient également de publier un livre intitulé « Bouleversement » pour comprendre la nouvelle donne mondiale, publié chez l'éditeur Stock, disponible dans les librairies depuis septembre 2022. La mission de la Haute École de Gestion de Genève est de former des managers, des entrepreneuses et des entrepreneurs responsables pour les besoins du marché du travail et de la société. Nos étudiantes et étudiants seront les décideuses et les décideurs de demain, ainsi que les leaders dans les entreprises et les collectivités. Et c'est justement sur la thématique de la prise de décision que nous avons invité M. François Hollande à s'exprimer aujourd'hui dans le cadre de notre conférence de rentrée du semestre académique de printemps 2023. Je repasse la parole, merci pour votre attention, et je repasse la parole à Mme Colette Kaploun-Amache pour la suite. Merci. « 35 000. 35 000, c'est le nombre de décisions que nous prenons en moyenne chaque jour, selon un article publié dans le magazine Bilan du 11 mai 2022. Si certaines décisions doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie, d'autres sont automatiques, presque instinctives. C'est sur cette expérience de décideur que nous avons voulu entendre Monsieur le Président François Hollande. Votre intervention durera une quinzaine de minutes, et c'est sur cette thématique également que vous pourrez ensuite lui poser vos questions. Monsieur le Président, comment prendre de bonnes décisions ? D'abord, en venant ici, à Genève, c'est une décision. Je réponds à une invitation qui m'a été faite et je remercie la direction de cette école et
aussi un certain nombre de personnalités qui ont souhaité que je me rende ici pour répondre à vos questions. Je salue aussi Monsieur le Consul général de France parce que je ne peux pas me déplacer, c'est aussi une décision, sans l'appui, l'accompagnement du Consul général de France pour qu'il surveille mes propos. Ou qu'il ne les entende pas, puisqu'il a aussi cette faculté. Vous auriez pu m'interroger comment prendre de mauvaises décisions, et j'aurais pu être, de ce point de vue, extrêmement loquace, bavard, pour vous dire ce que j'ai pu moi-même faire, peut-être, ou ne pas faire, ou ce que d'autres ont pu faire, et commenter les décisions qui m'ont paru malencontreuses. Mais vous m'avez demandé de vous présenter la bonne façon de prendre des décisions utiles, heureuses et bénéfiques pour, pas simplement pour celui qui la prend, ou celle qui la prend, mais pour les citoyens, puisque j'ai pris des décisions, pas forcément 36 000 par jour, comme président de la République. La prise de décision n'est pas une affaire simplement de méthode ou de technique qu'il faudrait apprendre. Une décision, elle se fabrique dans le cadre d'un système de valeurs, de principes, et qui donne une orientation à un choix. Ce choix ou cette décision, elle peut se faire à partir d'un raisonnement ou à partir d'une intuition. Parfois, il y a des raisonnements qu'il vaut mieux tenir. Parfois, il faut aussi écouter son intuition, qui vous amène à aller au-delà de ce que la seule rationalité vous aurait conduit forcément à prendre. Alors, comme président de la République, j'ai été confronté à la décision, pour résumer les choses, présider, c'est décider. Décider de grandes choses, sans doute, de grandes réformes, sûrement, mais aussi prendre des décisions courantes qui elles-mêmes peuvent avoir des effets, je pense notamment aux nominations, qui auront des conséquences sur la manière avec laquelle un gouvernement sera composé, aura à agir, ou une équipe aura à vous conseiller. Décider, c'est parfois décider dans l'urgence. Tout à l'heure, il a été fait évocation de ce que j'ai pu faire dans la période des attentats, où là, il faut que la décision soit prise dans un délai extrêmement court. Il faut qu'il y ait une décision, vaut mieux qu'elle soit bonne, mais elle doit être immédiate, elle ne peut pas être différée. Et puis, il y a des décisions qui vont être prises, que j'ai donc eu à connaître, et qui vont s'installer dans la durée. Exemple, là aussi, le mariage pour tous, c'était une décision qui était d'abord celle d'un candidat, puis ensuite d'un président. Fallait-il ensuite que le Parlement puisse adopter ce texte, mais c'est une décision qui va durer, qui n'est pas simplement le propre d'un responsable ou le temps d'un mandat. Ça s'inscrit dans la durée. Pour dire la même chose, des décisions en matière d'énergie, notamment dans la phase que nous connaissons, une décision qui va concerner par exemple l'abandon des énergies fossiles ou le maintien de l'énergie nucléaire, tout ça a des conséquences qui vont aller bien au-delà du moment où la décision est prise. Alors, qu'est-ce que c'est que bien décider, pour rester dans le cadre du sujet? Et je vais vous livrer mon expérience en tant que président, mais elle peut être traduite dans les tâches ou les missions, les fonctions que vous aurez à occuper. Je dirais d'abord que bien décider, c'est décider par soi-même. La décision, elle est d'abord personnelle, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être partagée, elle ne peut pas être collective. Car sinon, c'est une forme d'irresponsabilité. D'ailleurs, à un moment, dans le débat public, vous entendez toujours « mais qui a donc décidé ?» La pire des réponses, c'est personne. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un évitement
de la responsabilité de décider. Donc, j'en tire la conclusion que bien décider, c'est d'abord décider par soi-même. Est-ce que ça veut dire décider seul? Non. Bien décider, c'est prendre la décision seul, après avoir recueilli des avis, des expertises, des évaluations, avoir même nourri un débat, une délibération qui va vous conduire à prendre la décision. Mais le fait qu'il y ait une association d'un bon nombre de participants à la décision, que ce soit des citoyens d'ailleurs dans le cadre d'une démocratie assumée, ou que ce soit dans le cadre d'un parlement ou d'une équipe, il convient donc d'entendre, de comprendre, d'associer, de faire participer, mais à un moment, la décision, la bonne décision, elle est prise par une personne, qui en assumera ensuite toutes les conséquences. Deuxième considération, bien décider, c'est bien gérer le moment. Ça, c'est peut-être le principe le plus fondamental. Décider trop tôt, dans la précipitation, peut conduire à des fautes. Si nous ne disposons pas de tout le système d'information, alors il y a un risque sérieux, même un danger, que la décision ne soit pas appropriée aux circonstances. Prenons un exemple, une opération militaire. J'ai dû en décider, notamment au Mali ou en Syrie. Si elle arrive trop tôt, c'est-à-dire avant même que l'on ait pris conscience de la menace, de son ampleur, du danger, elle peut être tout à fait à contre-emploi. Ça devient une mauvaise décision. Si, deuxième risque, on décide trop tard, c'est-à-dire on attend parce qu'on veut avoir tous les éléments, parce qu'on pèse le pour, le contre, parce que, et c'est légitime, il y a une hésitation, que faire? Et on essaye de mesurer toutes les options et que la décision est reportée, différée, renvoyée. Alors, même si elle est bonne, la décision, elle va se révéler finalement contre-indiquée. Souvent, je me suis exprimé sur la manière avec laquelle l'Union européenne délibère. C'est une question qui intéresse subsidiairement la Suisse, qui se pose la question toujours de son rapport avec l'Union européenne. Mais c'est un autre débat. Au sein de l'Union européenne, il y a forcément des décisions à prendre. Exemple, lorsqu'il y a une crise financière, les subprimes, il faut que les différents partenaires prennent ensemble des décisions conformes, cohérentes. Et puis, il faut aussi que les instances européennes puissent trouver des formes de régulation qui évitent que la crise se propage. Ou, deuxième exemple, quand arrivent des réfugiés, comment l'Europe doit-elle là aussi s'organiser? Est-ce qu'elle laisse chaque pays faire face à ce type de difficultés ou est-ce qu'elle prend une position commune? Et je peux multiplier les exemples. À 27, et même j'ai connu l'Europe à 28, le temps de la décision est long, parce qu'il faut trouver des consensus. Et souvent, je me suis fait cette réflexion, que l'Europe finissait toujours par prendre la bonne décision, mais trop tard. C'est-à-dire alors même que le problème s'est considérablement aggravé, que les doutes des citoyens se sont amplifiés et qu'il y a plus de difficultés encore à mettre en œuvre une décision quand elle a été à ce point repoussée. Donc je dirais que prendre une bonne décision, c'est la prendre dans le bon moment, dans le bon calendrier, dans le bon tempo, ni trop tôt, ni trop tard, mais que le pire, finalement, c'est de ne pas prendre de décision. La plus mauvaise décision, c'est de ne pas en prendre. Et donc, il faut être capable, à un moment, c'est la tâche du leader, de dire, voilà, même si nous ne sommes pas sûrs, même si nous ne disposons pas de tous les éléments qui nous permettent d'être parfaitement informés, nous devons prendre la décision. Et même si nous ne sommes pas tous d'accord, il s'agit d'une
réunion internationale, mieux vaut prendre une décision que de ne pas en prendre. Tout à l'heure, il a été aussi évoqué l'accord sur le climat, donc qui s'était tenu à Paris, la COP 21, etc. Il fallait réunir un consensus absolu. Il fallait qu'aucun pays ne se détache pour que l'accord puisse être validé. On aurait pu rester des heures, des jours, des nuits avant de trouver le consensus. À un moment, il faut brusquer les choses et dire, écoutez, il va falloir décider. Ça ne sera pas autant que certains l'espéraient, ça sera sans doute plus que d'autres le redoutaient, mais il faut prendre la décision. Donc bien décider, c'est à un moment gérer les circonstances et les moments et intervenir en temps utile. Autre principe, pour bien décider, il faut être bien informé. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gouvernants. Comment être bien informé ? Comment être sûr que ce que l'on sent, perçoit, est effectivement ce qu'un pays peut ressentir ou ce que, à un moment, lorsqu'il s'agit de décisions internationales, nous avons comme connaissance de ce qui se produit. Prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Faut-il livrer des armes ou pas ? Cette question, elle est posée à chacun des pays qui soutiennent l'Ukraine. Est-ce qu'on a toutes les informations permettant de savoir que ces armes-là vont être bien utilisées ou sont bien appropriées ? Et pour ça, quand c'est une décision internationale, il faut avoir un réseau, voire même des services pour vous informer. Et quand vous avez à prendre une décision dans un cadre national ou un cadre local, faut-il avoir tous les ingrédients qui vous permettent d'être sûr que votre élaboration va conduire à la bonne décision, que votre réflexion va être bien étayée. Une mauvaise décision, c'est souvent une mauvaise information. Et donc, la fiabilité de l'information est tout à fait déterminante. Donc, le rôle de l'entourage, des experts, des avis, des équipes, ce rôle-là est considérable. Car si vous êtes mal entouré ou mal informé, votre décision forcément est viciée. Autre principe, bien décider, c'est choisir entre plusieurs options. C'est de vous obliger à faire un choix. C'est-à-dire que la décision ne doit jamais être automatique, mécanique. Elle ne doit pas être un réflexe. Il faut donc s'obliger à présenter plusieurs solutions pour en choisir la meilleure. L'idée, quelquefois installée, qu'il n'y aurait pas d'alternative à la décision, que, en définitive, vous êtes sans doute le responsable, le leader, mais votre liberté est totalement contrainte puisqu'il n'y aurait qu'un seul choix possible. Souvent, quand des réformes sont présentées, dans quelques pays que ce soit, enfin je parle des pays démocratiques, il est dit, vous n'avez pas d'autre position que celle qui vous est présentée. Toute autre option serait forcément mauvaise. Eh bien non, il faut essayer d'écarter cette présupposée obligation et considérer que vous devez avoir toujours plusieurs options. Enfin, bien décider, c'est vérifier l'exécution de votre ordre. Et ça, c'est peut-être le plus essentiel. Beaucoup imaginent, quand ils décident, qu'une fois qu'ils ont acté leur position, fait connaître par une déclaration leur choix, ils ont fait l'essentiel. Non, l'essentiel, c'est de vérifier si ce que vous allez engager va être effectivement traduit. Et le malentendu démocratique, c'est quand celui ou celle qui a décidé pense que ça va forcément être exécuté tel qu'il l'a ou elle l'a songé. Et à ce moment-là, les supposés bénéficiaires constatent qu'il y a loin entre l'annonce d'une décision et sa traduction, son exécution.
Donc bien décider, c'est pas à un moment prendre une décision, c'est vérifier continuellement qu'elle va être mise en œuvre. Et donc, bien décider, c'est aussi évaluer la décision. Une bonne décision, ce n'est pas simplement celle qui apparaît à l'instant, c'est celle qui, dans la durée, va donner les résultats qui sont espérés. Or, dans un système démocratique, parlementaire, le plus souvent, c'est le rôle des assemblées que de vérifier si il y a eu finalement les résultats qui étaient attendus. Alors hélas, quelquefois, quand le résultat est connu, celui qui a pris la décision ou celle qui a pris la décision n'est plus là. Mais qu'importe, il faut de toute façon qu'il y ait cette évaluation et cette reconnaissance de ce que la décision a pu produire. Je termine parce que je ne veux pas être trop long et je veux répondre à vos questions. Tout à l'heure, il m'en a été posé une qui est tout à fait pertinente. Qu'est-ce qu'on fait quand on a pris une mauvaise décision ? Est-ce qu'on s'obstine ? Est-ce qu'on essaye de convaincre que finalement elle n'est pas si mauvaise que ça ? Est-ce qu'on attend que cette mauvaise décision finisse par être oubliée, être effacée ? Ou est-ce qu'à un moment on décide de l'effacer, purement et simplement, c'est-à-dire de revenir ? C'est un dilemme que se posent tous les gouvernants, en se disant, mais si j'annonce que la décision que j'ai prise, finalement, n'était pas la bonne, c'est mon autorité qui est mise en cause. Mais si je m'obstine à maintenir une décision qui n'est pas comprise par l'opinion, ou qui se révèle finalement désastreuse en termes de conséquences, eh bien, c'est en réalité le sens même de mon mandat qui est en cause. Alors, chaque fois, cette question est posée, est-ce qu'il vaut mieux annuler une mauvaise décision ou faire croire qu'elle est bonne et que c'est les autres qui n'ont pas compris ? Je pense que ça dépend des circonstances, mais qu'il y a des moments où il vaut mieux prendre la bonne décision, c'est-à-dire annuler la mauvaise. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, pendant que le public réfléchit à des questions, j'ai juste envie de vous demander, si nous vous avons bien compris, décider, pour un dirigeant, c'est souvent trancher. Est-ce que l'on peut se préparer, voire se former pour apprendre à prendre des bonnes décisions ? Est-ce que vous avez des conseils à donner en matière de formation pour nos étudiants ? Je ne sais pas s'il y a des conseils qui pourraient valoir comme thèse universitaire. Ce serait tellement simple. Finalement, j'aurais aimé découvrir un livre qui m'aurait dit « Voilà comment on prend une bonne décision ». Mais ce livre n'existe pas. Il est fonction, comme je l'ai dit, de circonstances et de situations. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que pour prendre une bonne décision, pour être formé à prendre une bonne décision, il faut faire un travail, il faut faire une recherche, il faut mesurer tous les éléments dans un délai assez court. C'est-à-dire que si on veut utiliser tous les arguments, ça va être trop long. Donc il faut savoir sélectionner les bons arguments et à un moment prendre sa responsabilité. Une décision, c'est toujours finalement une évaluation de risque. Quel est le risque que cette décision contient ? Quel est le risque qu'une autre pourrait faire apparaître ? Donc c'est toujours une comparaison, une évaluation de plusieurs options. Donc voilà, ce travail-là, c'est celui que vous devez, sur chacune de vos réflexions programmatiques, avoir. C'est-à-dire, est-ce que, dans ma conduite individuelle, j'évalue les risques que je prends en adoptant tel ou tel choix ou telle décision. Est-ce qu'on est préparé, par exemple, comme président de la République, avant ? Est-ce que le fait d'être candidat vous prépare à prendre la bonne décision ? Non, pas nécessairement. Vous avez pu, comme candidat, avoir des engagements qui ensuite vont être traduits en décisions. Mais c'est facile de prendre des engagements, c'est plus difficile de prendre des décisions.
Donc il faut essayer à chaque fois que vos décisions puissent être conformes à vos engagements, mais puissent être adaptées aux situations, aux réalités. Et la bonne décision aussi, c'est celle qu'on arrive à bien communiquer. Souvent, les communicants, ceux qui font ce métier-là, vous disent, mais quelle que soit la décision, je vais vous donner une bonne communication. Non, on ne peut communiquer que si on est convaincu de la décision. Et puis, quelquefois, ceux qui décident disent « J'avais pris une bonne décision, mais j'ai mal communiqué ». C'est parfois une excuse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut plus dissocier la décision de la communication de cette décision. C'est ça qui est très important. Et donc, il faut savoir, au moment où une décision est prise, comment elle va être annoncée, présentée et comprise. Alors là aussi, si on fait trop d'études pour savoir comment communiquer, on finirait par oublier comment décider, mais les deux doivent aller ensemble. Voilà ce que je pourrais éventuellement mettre dans le livre sur bien décider. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons à présent une trentaine de minutes à disposition pour prendre vos questions. Il y a une trentaine de questions, mais... Ouais. Je vous propose juste de lever la main si vous avez des questions, qu'une de nos personnes, nous avons Vérona, Amanda et Shadia qui peuvent vous amener le micro, et je vous propose de vous présenter avant de poser votre question. Peut-être ici ? Oui, bonjour. Je suis là. Bonjour, Alexandre Epal, j'ai l'honneur d'être membre du conseil académique de la HEG. Je me posais la question de la décision telle que vous la décrivez, de sa relation avec la culture politique du pays. Vous avez mentionné le fait que décider, c'est décider seul. Or, vous êtes là dans un pays où on décide très rarement seul. Le système politique est collégial et en général, on a un gouvernement composé de 7 personnes, dont un ou une est primus inter pares, mais par contre, n'a pas plus de pouvoir que les autres. Donc la décision se fait de façon collégiale. Oui. J'ai bien compris que j'étais en Suisse et que vous n'avez pas invité le président du Conseil fédéral, qui vous aurait fait une toute autre présentation, bien sûr, en disant que la décision ne peut venir que d'un consensus, d'une évaluation commune d'un problème et du règlement de ce problème par l'adhésion qui prend quelquefois du temps de tous. Il vous aurait dit aussi qu'il y avait des votations qui faisaient que le peuple était directement associé aux décisions. Mais c'est vrai qu'en France, nous avons un tout autre mécanisme où c'est par l'élection du président de la République au suffrage universel, une délégation d'une certaine façon qui est confiée au chef de l'État pour prendre la décision. Est-ce que ça veut dire qu'un système est meilleur qu'un autre ? Je crois qu'il est adapté à un pays et à une sensibilité et à une situation. Donc selon le mode de décision, on est dans un cadre qui est soit d'un cadre d'un pays qui a vocation à parler au reste du monde, non pas que la Suisse n'ait pas vocation à parler au reste du monde, mais où il faut prendre des décisions qui sont, par exemple, totalement incompatibles avec le principe de neutralité. Faire intervenir des forces à l'extérieur, disposer de l'arme atomique, être dans un système d'alliance, tout ça fait qu'il y a des décisions qui peuvent correspondre à cet engagement, alors que si vous êtes dans un pays neutre comme la Suisse, vous n'avez pas à vous poser ces questions-là. Ensuite, le système étant très décentralisé en Suisse, la décision, elle n'est pas simplement commune au sommet, elle est aussi partagée au niveau local. En France, il y a aussi un système de décentralisation, mais avec également des délégations importantes données au chef de l'exécutif local, c'est-à-dire en l'occurrence le maire ou le président du département ou de la région, ce qui n'est pas forcément là aussi très, très commun avec ce que vous pouvez vivre ici. Donc ces deux systèmes nous permettent de comprendre que les mécanismes de la décision sont différents selon les nations concernées,
les statuts étatiques et les histoires et les cultures. Mais que dans votre vie de chef d'entreprise ou de cadre ou d'individu, vous avez à prendre des décisions. Donc ce qui peut-être ne vaut pas dans un système institutionnel, vaut dans un système d'organisation. Toutes les organisations ne fonctionnent pas comme la Suisse, quand même. Peut-être devraient-elles, mais elles ne fonctionnent pas comme la Suisse. Tout ne fonctionne pas au consensus. Il y a un moment où il faut bien qu'il y en ait un ou une qui prenne seule la décision, parce que c'est sa responsabilité. Le système collectif, qui a sa valeur, peut avoir un risque, c'est d'effacer la notion de responsabilité. Or, il n'y a pas de décision sans qu'il y ait l'exercice de la responsabilité et la mise en cause de la responsabilité de celui ou de celle qui l'a prise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, oui. N'oubliez pas de vous présenter avant de poser votre question. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Antoine. Je suis étudiant. Vous avez parlé de la prise de décision et de l'impact que notre présence aura dans le monde à travers la prise de décision. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on brille par notre absence, lorsqu'on prend la décision de ne pas intervenir. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez des anecdotes à nous raconter, et quand est-ce que nous, on devrait le faire? Quand est-ce qu'on devrait ne pas intervenir? Je vais vous parler d'une décision qui n'a pas été prise et qui a eu des conséquences, à mon avis, considérables. À l'été 2013, c'est-à-dire il y a près de 10 ans, Bachar el-Assad, le président de la Syrie, qui faisait face à une révolution et un soulèvement de son peuple, a utilisé des armes chimiques et les a déversées sur une partie de la population qui était supposée dans l'opposition. Cet acte a été suffisamment effroyable pour soulever une indignation générale. Et nous avions convenu, Barack Obama, David Cameron et moi-même, d'intervenir, car Barack Obama avait posé, il y a quelques mois auparavant, une ligne rouge en disant que si des armes chimiques étaient utilisées, eh bien la réaction américaine serait automatique. Et puis, nous avions convenu d'un jour d'intervention, et la veille, Barack Obama m'a appelé en me disant, finalement, j'ai réfléchi, je vais consulter le Congrès américain pour prendre la décision d'intervention. Je lui réponds que si je comprends tout à fait cette logique-là, c'est-à-dire de ne pas décider seul, avoir l'avis et même l'avis conforme de son Parlement, c'est tout à fait respectable, mais je lui dis, mais attention, si nous n'intervenons pas tout de suite, bien sûr que nous n'interviendrons jamais, puisque c'est dans ces premières heures que nous devons frapper le dictateur qui a utilisé ces armes chimiques. Et si nous lui laissons quelques jours, il s'organisera pour mettre à l'abri les armes chimiques en question et les matériels qu'il ne voudrait pas voir détruits. Cette non-décision a eu des conséquences, bien sûr, sur la Syrie, mais a eu des conséquences considérables, c'est-à-dire, encore aujourd'hui, pourquoi Vladimir Poutine a pensé qu'il était possible d'intervenir et d'envahir l'Ukraine, c'est parce qu'il a cru que, puisque les États-Unis n'étaient pas intervenus en 2013 alors qu'ils avaient fixé une ligne rouge, puisque ensuite, au moment de la première guerre en Ukraine, la Crimée a été absorbée sans grande réaction de la communauté internationale, il serait possible, à ce moment-là, d'avoir les mêmes effets heureux pour Poutine, c'est-à-dire de pouvoir envahir sans avoir de contre-coup au plan international. Donc, une non-décision, en l'occurrence celle de Barack Obama, justifiée par des principes démocratiques,
consulter son Parlement, ne pas décider seul, avoir le souvenir en plus de ce qui s'était passé en Irak précédemment. Donc, ne pas décider a des conséquences qui durent ensuite et qui sont interprétées. Une non-décision est une décision. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand est-ce que nous, on devrait ne pas le faire ou le faire? Quand il ne faut pas le faire? Ou bien le faire? Ah là, il fallait le faire, ça c'était sûr. Quand on a, moi-même d'ailleurs, comme président, on n'a pas suffisamment réagi face à la première opération en Ukraine, où on a négocié un accord plutôt que d'établir un rapport de force militaire. Je pense que c'était mieux de chercher un accord, mais c'est vrai que là, on a préféré une solution diplomatique, de la négociation, plutôt qu'une solution de force. C'est toujours un arbitrage que l'on peut faire. Après, quand on a pris une décision, je vais prendre un autre exemple. J'avais décidé donc d'envoyer des forces françaises au Mali, au moment où il y avait des djihadistes qui menaçaient d'envahir la totalité de ce pays. La décision était bonne, mais il y a un moment où il faut évaluer la décision. Et donc rester aussi longtemps au Mali pour les forces françaises, en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, n'a pas forcément été un choix explicite, ça a été finalement la poursuite de ce que l'on avait fait. Or, il aurait fallu sûrement prendre des décisions, d'autres décisions, de se dire est-ce qu'on reste aussi longtemps, est-ce qu'on retire pas une grande partie de notre contingent, comment fait-on pour stabiliser ce pays autrement? Bref, une décision ne se suffit pas par elle-même, elle doit être accompagnée par d'autres décisions. Il ne faut pas se laisser prendre par la décision initiale. Elle doit appeler d'autres corrections. Merci, Monsieur le Président. Il y a une main tout en haut. Mathias Ribard, je suis assistant de recherche et d'enseignement. Et ma question portait sur la part des émotions et de l'émoi, et notamment l'émoi médiatique dans les décisions. Je m'intéresse beaucoup aux questions énergétiques. Il me semble que vous allez être auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France dans quelques jours, à la mi-mars. Et j'imagine qu'on va vous poser la question de savoir pourquoi vous avez pris la promesse de diminuer la part de l'énergie nucléaire dans la production électrique française de 75 à 50% lors de votre campagne présidentielle. Et j'imagine que cette promesse, cette décision était liée à l'accident de Fukushima au Japon. Et ma question était du coup, dans quelle mesure doit-on prendre en considération l'émoi médiatique, les émotions, parce que lorsque vous avez commencé votre intervention, vous avez parlé de l'arbitrage entre le raisonnement et l'intuition. Et donc, comment doit-on... Où doit-on tracer la frontière, entre guillemets? Merci de me préparer à cet exercice. Puisque, je vous ai dit, une décision, il faut qu'elle soit évaluée et qu'elle soit questionnée. Et c'est donc assez légitime que, 10 ans après, on me demande des explications. Lorsqu'arrive donc la catastrophe de Fukushima, donc nous sommes en 2011, ça produit une émotion considérable partout. Et comme toujours, avec l'émotion, il y a des réactions qui peuvent être non fondées sur le plan rationnel, mais qui peuvent trouver un large écho dans l'opinion. Et c'est à ce moment-là que l'Allemagne, Madame Merkel, décide de sortir son pays du nucléaire, même si le nucléaire ne représentait en Allemagne que 25 à 30% de la production d'électricité. L'Italie fait un choix équivalent et la Belgique aussi. En France, où il y a toujours eu des anti-nucléaires et des pro-nucléaires, le débat
surgit à la veille d'une élection présidentielle à laquelle je suis donc candidat. Dans mon propre parti, il y a ceux qui sont pour la sortie sur 30 ans du nucléaire, d'autres qui sont pour le maintien, et puis ceux qui s'inquiètent sans avoir de position. C'est souvent une majorité. C'est ceux qui n'ont pas de position. Donc ils attendent qu'il y ait un arbitrage. Et donc l'arbitrage que je prends, c'est de dire, effectivement, nous n'allons surtout pas abandonner le nucléaire, malgré l'émotion qui a été créée par la catastrophe, le tsunami, parce que ce serait une décision irréfléchie et grave. Et donc, nous allons garder le nucléaire, mais nous allons faire baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité en faisant monter du renouvelable et en fermant une centrale nucléaire. Ce choix a été plutôt bien compris par l'opinion, qui préfère toujours là une synthèse en disant finalement c'est mieux d'avoir du nucléaire, mais peut-être pas trop, tout en gardant une part considérable quand même dans la production d'électricité. Puis ensuite, le temps s'écoulant, arrive un autre événement, c'est celui de la guerre en Ukraine, qui crée une autre émotion. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque de pénurie ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de prix de l'électricité ? Et donc, est-ce qu'on a eu raison de vouloir diminuer la part de la production d'électricité d'origine nucléaire ? En fait, mais ça c'est le constat que je ferai, en fait nous n'avons fermé qu'une seule centrale et s'il y a des problèmes de production d'énergie nucléaire, c'est parce qu'il y a des corrosions dans les centrales qui ont justifié qu'on les ferme momentanément. Mais votre question est très pertinente, c'est-à-dire à quel moment l'émotion l'emporte sur la rationalité, à quel moment on arrive à s'extirper de l'émotion. Si on la néglige, l'émotion, si on l'écarte, est-ce que le risque, c'est pas de renforcer encore le poids des antinucléaires ? Disons, vous avez considéré que ça n'avait pas de conséquences qu'il y ait une centrale, même si en l'occurrence c'était le tsunami qui mettait en cause la sécurité de la centrale sans qu'il y ait eu heureusement d'accident nucléaire. Mais donc, si on nie le risque, on ne partage pas l'émotion, et si on est emporté par l'émotion, on prend une décision malencontreuse. Et là, aujourd'hui, le risque, ce serait de dire, puisque nous risquons de manquer de gaz, compte tenu de l'approvisionnement que nous avions auprès de la Russie ou d'autres pays, au nom de la dépense, est-ce qu'il ne faut pas remettre tout sur le nucléaire, oubliant la question du renouvelable ? Voilà le choix qu'il y a toujours à faire entre la part de l'émotion qu'il faut intégrer et la part de réalisme et surtout de durée dans le temps. C'est ce qui compte, c'est quand même de préserver dans la durée les capacités d'un pays. Et en l'occurrence, pour la France, c'était important de préserver sa capacité nucléaire. Mais merci de m'avoir préparé à cet exercice. Merci. Il y a une question, je crois, de l'Association des étudiants, par ici. Ici, juste devant. Bonjour Monsieur le Président, je suis Dany Rodriguez, vice-président de l'Association des étudiants. Et pour rebondir sur ce que vous dites, quand on est face à une épreuve et qu'on doit, dans un temps très court, prendre une décision, comme pour le Bataclan, comment on s'assure de prendre une décision rationnelle ? Oui, là aussi, c'est quelle est la part de l'émotion, alors, qui n'est pas simplement l'émotion que ressent le pays, mais l'émotion que vous avez vous-même au fond de votre esprit, votre corps même, quand vous faites face à l'horreur, puisque c'est le mot que j'avais utilisé. Comment arriver à prendre une bonne décision alors que vous-même, vous êtes pris par la douleur, par la crainte qu'il puisse y avoir une répétition de ces attentats et par votre propre émotion d'être humain.
est-ce qu'il n'y a pas là aussi la tentation, le risque de devenir totalement insensible, c'est-à-dire de vous protéger au point de ne plus ressentir ce que pourtant le pays va éprouver. Avec l'idée que si vous montrez votre propre émotion, puisque vous êtes le décideur, vous allez inquiéter le pays, inquiéter les gens qui vous voient, en disant « mais s'il a peur, s'il est lui-même saisi par l'émoi, par l'effroi même de ce qui vient de se produire, peut-il prendre la bonne décision ?» Mais à l'inverse, si vous montrez une espèce d'impavidité, de forme d'indifférence presque à l'égard du malheur, on dit mais quel est cet être qui prétend diriger et qui ne ressent rien ou qui ne laisse rien paraître. Et pourtant, il faut prendre une décision. Et là aussi, comment faire attention au nom d'une émotion qui est ressentie par le pays, d'une peur, d'une attaque qui vient nous diviser, ne pas prendre une décision qui serait attentatoire aux libertés. Jusqu'où aller dans la fermeté sans remettre en cause des libertés fondamentales. C'est ce que j'ai pu prendre comme décision sur l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'était un droit particulier qui permettait de faire des perquisitions, des arrestations par la puissance administrative, pas par la justice. Et donc, il y avait un risque, si c'était prolongé, qu'il y ait une mise en cause des libertés. Donc là aussi, comment arriver à donner des gages à l'opinion pour leur dire, vous voyez, on va être ferme, sans pour autant verser du côté, disons, dangereux de la mise en cause des principes fondamentaux du droit. Donc voilà, à la fois une émotion personnelle qu'il faut contenir, mais ne pas complètement réprimer, et une émotion collective qu'il faut canaliser pour qu'elle ne se traduise pas par une violence elle-même excessive. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour quelques questions. Oui, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Peut-être tout là-haut. Bonjour Monsieur Hollande, Ivan Nikonov, je suis étudiant à la Haute École de Gestion en dernière année de Banque et Finance. J'ai une question, j'espère que vous ne la considérez pas piquante ou accusatrice. C'est vraiment une question en toute neutralité. Allez-y, ne vous retenez pas. Je lisais tout à l'heure des articles, notamment des journaux Le Point, Le Temps et... le dernier, je ne me souviens plus. Enfin bref, ça expliquait comme quoi les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite de la France, de la part de la France, ont augmenté sous votre mandat. Et j'aimerais savoir quelle a été votre part de décision là-dedans, prenant en considération les événements qui se passent au Yémen. Comment vous avez pris ces décisions? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez autorisé? J'ai vu, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était en 2017. Du coup, la dernière année, votre mandat, vous avez vendu pour 7 milliards d'armes en euros à l'Arabie Saoudite. Et voilà, c'était les faits que je voulais souligner. Oui, les ventes d'armes font partie de ces décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Quelquefois, il vaut mieux ne pas vendre. C'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté un contrat avec la Russie de porte-hélicoptères, ce qu'on appelait les Mistral. Et puis d'autres que j'ai autorisés, notamment par rapport à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats aussi, qui étaient soumis à une pression, une menace venant de l'Iran et qui donc demandaient des moyens militaires. Nous avions posé comme condition que ces moyens militaires ne devaient pas être autorisés au Yémen, ou dans un conflit extérieur. Est-ce qu'on a pu s'assurer que ces armes n'avaient vraiment pas été utilisées? C'est plus difficile à affirmer, mais en tout cas, c'était la clause que l'on avait introduite. Faut-il vendre des armes? C'est aussi une grande question. La réponse, c'est que généralement, si on vend des armes, c'est pour qu'elles ne soient pas utilisées. Mais enfin, celui qui les achète peut quand même se dire qu'elles doivent être utilisées un jour s'il est attaqué. Donc,
la France a décidé depuis longtemps de vendre des armes, avec le prétexte quelquefois fallacieux que si ce n'était pas nous qui les vendions, d'autres le feraient, ce qui est assez exact. Et d'autre part, un autre prétexte qui était qu'en vendant des armes, on s'assurait justement d'un certain nombre de contrôles de leur utilisation. Et que l'on évitait à ces pays d'aller chercher ailleurs des armes plus destructrices encore qu'ils pourraient utiliser. Je crois que là-dessus, ça fait partie des décisions les plus délicates, les plus difficiles, qu'il faut assumer, en sachant que on ne cautionne pas un régime. Quand j'ai arrêté la vente des Mistral à la Russie, la France s'est retrouvée avec ces bateaux-là, ne sachant qu'en faire, et on les a vendus à l'Égypte. L'Égypte n'est pas un régime non plus particulièrement démocratique, mais on avait l'assurance qu'ils n'utiliseraient pas ces bateaux pour attaquer les voisins. Donc on les a vendus avec l'argent d'ailleurs de l'Arabie Saoudite. Alors, je vous propose de prendre encore 2 questions parce que le temps passe vite et nous sommes engagés à ce que M. Hollande soit à l'heure à son prochain rendez-vous. Donc, monsieur, là. Bonjour, Monsieur le Président. Florent Vimin, étudiant IMBA. Vous avez pris une décision il y a plusieurs... Oui, oui. Voilà, ça, je vous ai retrouvé. Vous avez pris une décision il y a plusieurs années qui a impacté la France pour 5 ans et dont on ressent encore certains effets. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision de vous présenter à la présidence du pays? Ah oui. Oui, j'ai effectivement pris cette décision. Mais il ne suffisait pas que je prenne la décision pour que je devienne président. Il a fallu qu'il y ait un vote majoritaire des Français. Je n'ai pas décidé de venir à l'Élysée par mes propres moyens et de frapper à la porte et d'y rentrer et de prendre un certain nombre d'orientations. Pourquoi je me suis présenté? Parce que je pensais que je pouvais être celui qui, dans son propre parti, pouvait non seulement être désigné, mais être élu. Je l'ai fait non pas par simplement l'idée que je poursuivais un destin qui me conduisait nécessairement là, mais parce qu'au vu des circonstances, toujours l'analyse de la décision, au vu des circonstances, dans la situation dans laquelle nous étions, où le président sortant était, disons, pas forcément populaire, donc avec une chance sérieuse d'être battu, le parti que je représentais devait se donner le candidat qui était le mieux à même d'arriver à être élu. Et je pensais que j'étais celui-là. Après, ça a eu des conséquences, bien sûr. Mais vous auriez pu me poser la question qui me taraude toujours. Pourquoi je ne me suis pas représenté? Parce que là aussi, analyse de la décision, pourquoi? Est-ce que j'en avais moins envie que la première fois? Non. Mais parce que là, les chances de gagner étaient beaucoup plus faibles, ce qui ne devait pas forcément me conduire à ne pas être candidat. Mais parce que mon parti était divisé, il ne l'était pas en 2012, et parce qu'une primaire, ce qui était un choix stupide, était proposée pour désigner le candidat. Et enfin, parce que un de mes ministres était lui-même candidat, ce qui était fâcheux quand même, et qui m'a fâché, voilà. Et donc, toujours la même chose, essayer d'analyser une situation. Après, est-ce que c'était la bonne décision? C'était la bonne décision au moment où je l'ai prise, c'est-à-dire au début décembre 2016. C'était la mauvaise, parce que j'aurais dû attendre 2 mois encore. Ce que je vous ai dit sur bien décider, c'est bien choisir le moment. En décembre, c'était un mauvais moment. En février, c'était un meilleur moment. Pourquoi? Parce que le candidat de droite était dans des affaires qui compliquaient sa tâche, et parce que là, il y avait une opportunité sans doute plus grande pour le président sortant. Mais voilà, quand c'est plus le moment, la décision a été prise. Et maintenant, vous voyez ce qui s'est passé.
Merci. Voilà, je crois qu'on s'était trompé, donc monsieur. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Moukrab, je suis étudiant à l'HEG et ma question pour vous c'est comment avez-vous fait pour prendre des décisions qui allaient à l'encontre de vos valeurs personnelles mais qui étaient bonnes pour le peuple français? Oui, c'est aussi, merci de la poser. Il y a des décisions que j'avais jamais imaginé prendre. Tout à l'heure, j'évoquais l'intervention au Mali. Quand je me suis présenté aux élections, je n'avais pas l'idée que j'aurais à engager la France dans une opération extérieure. De la même manière, même si j'avais déjà comme candidat, avec le président sortant, vécu des attentats durant la campagne présidentielle à Toulouse et à Montauban, je n'avais pas l'idée que plus tard, c'est-à-dire quelques années après, j'aurais à prendre 3 lois sur la lutte contre le terrorisme et prendre des dispositions qui n'étaient pas forcément dans mon système de valeurs, comme vous dites. Et puis sur le plan économique, j'avais pris des positions très fortes contre la finance, que je continue de prôner, mais j'étais amené à composer avec les entreprises pour créer de l'emploi, et quelquefois pour créer de l'emploi, il faut alléger un certain nombre de charges sur les entreprises, au détriment finalement d'avantages qu'on pourrait consentir aux salariés. Donc c'est un arbitrage pas facile. Moi j'étais dans une stratégie de lutter contre le chômage, et au nom de la lutte contre le chômage, j'étais amené à concéder sur un certain nombre de points programmatiques. Ça, c'est ici une décision qui comme vous l'avez très bien expliqué, peut être nécessaire, rationnelle, peut-être donc la bonne décision, mais qui peut enfreindre le système de valeurs sur lequel je m'étais présenté. On va pas en rester là quand même. Alors, on prend une dernière question. La jeune fille avec l'ordinateur, juste là devant. Merci. Bonjour, alors je suis étudiante en 2e année en information documentaire, je m'appelle Audrey, et ma question c'est, vous avez parlé du fait qu'une décision se prenait seule, mais que vous avez besoin d'informations pour prendre cette décision, et je voulais savoir donc à quel point vous preniez en compte le fait que les personnes qui fournissent l'information ont un point de vue biaisé pour prendre votre décision. Oui. À qui faire confiance? C'est ça la grande question. À qui faire confiance? Non pas que vous puissiez penser qu'autour de ceux qui décident ou celles qui décident, il y aurait des gens qui ne diraient pas la vérité. Je pense qu'ils disent la vérité, à partir de leurs propres connaissances, à partir de leur propre système d'information, mais aussi à travers leur propre culture. Et donc vous devez absolument vous entourer de beaucoup d'avis, pas simplement de votre entourage, d'où le rôle d'ailleurs quelquefois des conseils en stratégie ou des cabinets extérieurs ou des sondages qui sont regardés souvent comme des aides à la décision. En fait, le mieux c'est de disposer de ses propres capteurs, et ça vaut pour toutes les organisations. Vous avez à prendre une décision, vous avez bien sûr des lieux de décision. Les conseils de direction, c'est un lieu de décision. Et généralement, c'est collectif. Donc, c'est des délibérations. Et chacun vient avec ses propres opinions, sans doute, mais aussi son propre sens de l'intérêt commun. Et cherche, là aussi, le bon itinéraire pour aboutir à la bonne stratégie. Mais vous devez aussi avoir des capteurs, c'est-à-dire des relais de gens qui sont au contact d'autres, s'il s'agit d'une entreprise de contact avec la clientèle ou de contact avec les salariés, qui sont eux-mêmes des salariés, de manière à ce que vous puissiez appréhender ce que vous allez faire et donc avoir des systèmes qui ne seront pas forcément des systèmes organisationnels, qui soient des systèmes qui vous soient propres, d'aller chercher une information au-delà du cercle
habituel. Ça veut dire qu'il faut négliger l'entourage, négliger les lieux de décision, mais il faut avoir ce type de capteur, ce que la politique devrait permettre. La politique, c'est d'avoir justement des réseaux ou militants ou associatifs ou des gens que vous connaissez depuis longtemps qui vous disent ce qu'ils ressentent. Et souvent, quand je disais en France on peut décider seul, le risque c'est l'enfermement, c'est-à-dire l'éloignement, la prise de distance et d'une certaine façon la coupure. Donc il faut chercher chaque fois à bousculer autant qu'il est possible, sans non plus faire perdre de la légitimité à ceux qui ont vocation à vous accompagner vers la décision. Voilà ce que je crois être peut-être une bonne leçon. Chacun doit trouver ses capteurs, y compris pour sa vie personnelle. On a besoin d'avis de gens qui vous sont proches, des amis, et qui vont vous donner sans être intéressé par la décision, vous donner une indication. Mais est-ce qu'en politique, on a vraiment des amis? C'est ça la question. On a des ennemis, mais des amis, des vrais amis. Eh bien, il faut en avoir. Il faut, je pense que pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir aussi des vrais amis. Merci à tous pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'avoir partagé votre expérience avec nous avec franchise et humour. Et nous vous remercions pour ce moment passé dans notre école. Je rappelle la parution de votre livre « Bouleversement » aux éditions Stock. À vous toutes et tous, je vous souhaite de passer un excellent deuxième semestre académique. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine conférence de rentrée au mois de septembre. Vous pourrez retrouver d'ici quelques jours la vidéo, la conférence dans son intégralité sur notre site web, ainsi que des capsules web qui ont été réalisées par nos étudiants juste avant la conférence en présence de Monsieur le Président. Je vous souhaite un bon après-midi à toutes et tous et je vous remercie infiniment pour votre présence.